Quand je vous disais tout à l'heure qu'on reçoit une vingtaine de dossiers par jour, c'est vrai. Et quand je vous disais aussi qu'on jette peut-être une vingtaine par jour, c'est vrai aussi. Donc en fait, du coup, ça nous permet d'être assez sélectif et d'aller chercher à chaque fois l'actif qui nous semble pertinent pour la stratégie. Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons Ivan Vagic, président de Wimo RIM, pour parler et revenir en détail sur la SCPI Wimo One, une jeune SCPI qui vient d'être lancée. Nous allons en particulier discuter de la stratégie et des caractéristiques de cette SCPI. Et comme d'habitude, pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous. Bonjour Ivan. Bonjour Clément. Alors, tu es le président et fondateur de la société Wimo REIM, Wimo RIM. Je ne sais pas exactement comment on dit, selon qu'on soit français ou un peu anglophone. Et donc, vous avez lancé la première SCPI Wimo One. Mais pour commencer, pourrais-tu présenter à nos auditeurs la société de gestion Wimo REIM, que je pense qu'ils ne connaissent peut-être pas encore? La société de gestion Wimo RIM, c'est une société de gestion qui a été créée en 2024, tout début 2024. Et c'est une société de gestion qui est indépendante, qui a été fondée par des entrepreneurs. Et qui allie une expertise particulière parce qu'on va avoir des personnes issues du milieu de l'immobilier, des pure players immobiliers qui ont même fait de la construction, qui ont construit des immeubles. Et on va avoir des gens qui ont une expertise plutôt financière, qui ont géré des actifs, enfin des fonds pour plusieurs milliards d'euros. Et on va venir rassembler ces deux mondes et on va essayer de faire une société de gestion qui a vocation à être très opérationnelle et une société de gestion qui a une forte composante terrain immobilière. D'accord, et donc le premier produit grand public que vous avez lancé, c'est donc la SCPI Wimo One qui a été lancée cette année. C'est quoi Wimo One? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Wimo One, c'est une SCPI de rendement. Donc, c'est une société qui a vocation à collecter des fonds auprès du grand public, à l'investir dans l'immobilier, récolter les loyers et à verser des dividendes à ses associés. Donc, c'est une SCPI qui a une stratégie qui se base sur l'Europe. La SCPI a vocation à investir en Europe. La SCPI a vocation à acheter des actifs de petite taille, d'une taille inférieure à 5 millions d'euros. C'est une SCPI qui a vocation à être diversifiée sur différentes typologies d'actifs. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un actif. Et s'il y a un retournement conjoncturel sur une classe d'actifs en particulier, l'idée, c'est de ne pas subir finalement les conséquences. Et donc, l'idée, c'est d'être vraiment tout terrain. L'essence même de la SCPI, c'est d'aller chercher de la performance, d'aller chercher du high yield, comme on le dit en anglais. Et, high yield au rendement. Hein. Au rendement, exactement. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se concentrer sur le rendement, aller chercher un maximum de rendement pour nos investisseurs et le pérenniser dans le temps. Et alors du coup, tu nous parles de rendement tout de suite. Donc, vu que vous êtes une SCPI récente, j'ai assez envie d'aller rapidement sur le terrain de vos premières acquisitions. Vous n'étiez peut-être pas très connu avant le lancement de Wimo One sur ce segment, puisque c'est votre première SCPI par définition. Vous avez acheté quoi aujourd'hui? D'ailleurs, vous avez combien de capitalisation à date? Alors, la capitalisation de la SCPI est aujourd'hui de 9 millions d'euros. Alors, on est assez content parce que à la fin du troisième trimestre, on était à 7 millions d'euros et la collecte s'est significativement accélérée depuis qu'on a publié notre premier bulletin. Et aujourd'hui, on a collecté 2 millions d'euros au mois d'octobre, ce qui fait qu'on a une capitalisation de 9 millions d'euros. On se projette aujourd'hui sur des acquisitions en Europe. La SCPI, en phase de lancement, elle a été créée avec un prisme français et européen. Donc, nos premières acquisitions ont été localisées en France parce que c'est notre marché domestique, c'est le marché qu'on connaît le mieux. Et on a pu réaliser de bonnes acquisitions parce qu'on les a travaillées en temps masqué pendant qu'on était en train de faire le setup de la SCPI et de faire toute la mise en place. Maintenant que cette première phase est terminée et qu'on a fait nos acquisitions en France, aujourd'hui, on est résolument tourné vers l'Europe. Pour les prochaines acquisitions du trimestre, nous avons ciblé 2 actifs en Espagne qui vont nous permettre de passer à plus de 50% du capital en Europe, ce qui est intéressant pour les investisseurs et pour les souscripteurs en termes de fiscalité. On le sait. Exactement. On projette des acquisitions qui vont nous offrir un rendement acte en main, non garanti toujours, mais de l'ordre de 9%. Et pour nous, compte tenu du fait que notre portefeuille actuel est à 9,3% de rendement acte en main, effectivement, on est dans la lignée et dans la cible de ce qu'on a déjà fait jusqu'ici. Et alors, c'est intéressant que tu nous parles d'Europe, puisque effectivement, tu l'as indiqué, les premières acquisitions étaient en France, comme tu l'as dit, peut-être par simplicité. Vous aviez peut-être aussi de très belles affaires qui vous étaient proposées. Comment tu envisages à long terme la répartition entre France et Europe sur votre SCPI? La répartition sera clairement, majoritairement en Europe. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une dynamique française qui est un peu complexe d'un point de vue
gouvernemental, d'un point de vue perspective de croissance, d'un point de vue endettement. On a des pays européens qui s'en tirent peut-être un petit peu mieux que nous aujourd'hui dans le contexte actuel. On s'aperçoit aussi que l'Europe, c'est un grand terrain de jeu pour nous. Et donc, ça nous permet d'aller saisir beaucoup plus d'opportunités que sur le simple marché français. Et en termes de fiscalité pour le souscripteur final, c'est plus intéressant. Donc, finalement, lorsqu'on achète un actif en Europe à 8% de rendement acte en main, si l'on réfléchit en termes de rendement net pour le souscripteur final, il faudrait qu'on arrive à trouver un actif en France qui offre du 9,5% en rendement acte en main. Ce qui fait que le delta est tellement significatif en termes de différence qu'il faudrait acheter des actifs plus risqués en France qu'en Europe pour offrir le même rendement final à l'investisseur et à notre souscripteur final. Donc, pour nous, finalement, faire le choix de l'Europe, c'est finalement un choix de bon sens pour aller maximiser la performance nette du souscripteur final, parce que c'est quand même ça notre objectif absolu, quoi. Du coup, sur le plus long terme, comment vous envisagez la répartition? Parce que là, tu nous dis peut-être une légère majorité européenne d'ici la fin de l'année 2024, mais fin 2025, fin 2026. Comment vous envisagez la répartition entre France et reste de l'Europe? Pour répondre à ta question, à l'instant T, nous sommes investis à 80% en France et à 20% en Europe. À la fin de l'année, si les acquisitions que l'on projette de réaliser se réalisent, on sera à 50% en France, 50% en Europe. Dans le courant de l'année 2025, on ambitionne d'être à 75% en Europe et 25% en France. Et de maintenir ce ratio dans la durée. Et de maintenir ce ratio dans la durée, exactement. On avait annoncé au démarrage que dans les 3 ans de la SCPI, on arriverait à être à 75% en Europe. Compte tenu de notre agenda et des opportunités d'investissement qui s'offrent à nous, finalement, on pense avoir de l'avance sur ce planning et on pense qu'on sera à 75% européen d'ici 2025. D'accord. Et peut-être quand on parle d'Europe, là, tu nous parlais peut-être d'Espagne. Est-ce que vous avez d'autres cibles, enfin cibles en tant que pays, j'entends. Est-ce que vous avez déjà décidé les pays qui vous intéressent le plus? Comment vous allez envisager ça dans le futur? On a fait une petite étude d'ailleurs qui a été postée sur les réseaux sociaux et on a regardé quels sont les pays qui offraient potentiellement, en tout cas, les meilleures perspectives en termes d'investissement. Nous, on s'est aperçu que l'Espagne, c'était un pays qui était tout à fait intéressant. L'Irlande également, que vous avez un dynamisme économique qui fait qu'en Irlande, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, ils sont en excédent budgétaire récemment, c'est assez impressionnant. Alors, ils sont un peu GAFAM dépendants. Donc, il faut faire attention à ce qu'on achète, parce que voilà, on peut imaginer qu'un changement de réglementation un jour fasse que les montages irlandais validés par l'Union européenne soient peut-être remis en cause, peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est un peu un Eldorado fiscal et ce qui a poussé beaucoup d'entreprises à s'installer en Irlande. Donc, on le prend en compte aussi dans notre stratégie, dans notre réflexion. Mais l'Irlande, en tout cas, présente de bons fondamentaux. Vous avez la Pologne également, qui est intéressante. Vous avez très forte croissance, je crois, en Pologne. Exactement, très forte croissance. Le seul sujet peut-être qu'on peut avoir, enfin les seuls sujets qu'on pourrait avoir en Pologne, c'est le fait qu'on s'expose à un risque de change finalement, parce qu'on n'a pas la même monnaie quand c'est pas l'euro là-bas, c'est le zloty. On a quelques pays de l'Est également qui offrent de belles perspectives, mais bon, avec des maturités qui sont finalement un peu différentes et qui n'ont pas un niveau de développement économique sensiblement... ils ont un niveau de développement économique qui est sensiblement inférieur à celui de la France. Donc finalement, c'est investir dans un marché qui est plus mouvant, mais qui offre aussi un potentiel de croissance plus important. Donc aujourd'hui, à très court terme, on est tourné, pour être concret, sur l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. Et on va chercher à se développer de manière progressive, pays par pays. C'est-à-dire que lorsqu'on cible un pays, en fait, on ambitionne de réaliser plusieurs acquisitions afin d'amortir les frais de structure liés au fait de devoir gérer du patrimoine dans un pays étranger. Donc, lorsqu'on arrive en Espagne, aujourd'hui, on a acheté un actif. On en a encore 2 dans le pipe d'ici la fin de l'année. On souhaite en acheter encore quelques-uns et ça nous permettra d'écraser les frais de structure. Donc, c'est par cette méthodologie-là qu'on souhaite s'implanter en Europe. On ne veut pas s'implanter, avoir un actif en Irlande, un actif au Portugal, un actif en Espagne. On essaie d'en regrouper plus dans un pays et ensuite de partir à la conquête de l'Europe progressivement. Et alors c'est intéressant parce que là tu viens de commencer à parler de la sélection des actifs et donc de cette stratégie effectivement d'acheter peut-être un peu en groupe dans certains pays pour éviter, comme tu le dis, d'avoir un patrimoine complètement morcelé. Vous avez également une autre caractéristique que vous mettez en avant qui est donc celle des smart caps. Alors c'est un mot qu'on n'a à ma connaissance jamais entendu. Ça veut dire quoi les smart caps? C'est quoi une smart cap? Qu'est-ce qui est d'ailleurs une idiot cap peut-être à l'inverse? Alors quand on bâtit une stratégie, on va avoir plusieurs niveaux de réflexion.
Le niveau de réflexion numéro 1, on peut l'appeler le niveau micro, c'est un peu la manière dont on va sélectionner l'actif. C'est ça qu'on peut appeler le smart cap. C'est notre méthodologie pour sélectionner l'actif. Et puis après, vous avez le niveau de réflexion un peu plus élevé, qui est la stratégie un peu macro, et un peu plus globale. Si on revient à la partie micro et à la manière dont on sélectionne un actif, on est parti d'un postulat assez simple. Ce qui crée la valeur de l'actif, finalement, c'est l'exploitant, c'est le locataire. Si vous avez un actif mais qu'il est vide, il a assez peu de valeur finalement pour un investisseur. Donc nous, on s'est mis à la place d'un locataire et on s'est dit, ben voilà, si on doit acheter un actif dans la SCPI, il faut que cet actif offre une valeur d'usage suffisamment significative et suffisamment importante au locataire pour que le locataire n'ait pas envie de partir, ou que si le locataire est amené à partir, eh bien, on soit capable de le relouer facilement ou de le revendre facilement. Et je vais te donner un exemple concret de ce que peut être une smart cap et de ce que peut représenter la valeur d'usage. Bah, en fait, si dans les commerces de bouche, par exemple, le taux d'effort, il doit être d'environ 10%. Tu peux rappeler le taux d'effort, c'est quoi Le taux d'effort, c'est le loyer rapporté au chiffre d'affaires sur le mois. Donc, c'est des ratios qui sont établis de manière assez simple. Il ne faut pas que le loyer représente plus de 10% du chiffre d'affaires mensuel de l'exploitant pour que celui-ci ne soit pas dans une situation précaire vis-à-vis de son activité. En fait, on peut considérer raisonnablement que si on achète un actif dans lequel vous avez un locataire qui a un taux d'effort qui est 25-30% inférieur à la moyenne de sa profession, et ben finalement, il est tout à fait... Enfin, en tout cas... Il a un bon plan. Il a un bon plan et il n'a aucune raison de partir. Et puis, son activité va être pérenne. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La boulangerie Marie Blachère qu'on a achetée dans le nord de la France, qui est l'un de nos premiers actifs, en fait, quand la boulangerie réalise 1 500 000 euros de chiffre d'affaires pour 45 000 euros de loyer annuel, en fait, vous avez un taux d'effort de l'ordre de 3%. Donc, en fait, vous n'avez aucune raison de partir dans le local d'à côté pour économiser 10 000 euros de loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nous, notre raisonnement, ça a été de se dire, on a un locataire qui est pérenne, qui a une activité pérenne, si on est sur un segment de marché qui est prospère. On a un groupe qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et qui a quasiment 900 points de vente en France. Et le point de vente dont il est question, qu'on a acheté, que la SCPI a acheté, il réalise, en tout cas, le locataire réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million pour 45 000 euros de loyer. Donc, il n'a aucune raison de partir. Ça a été notre raisonnement. Voilà, donc ça illustre un peu ce que c'est qu'une smart cap. Acheter un smart cap, c'est acheter un actif qui offre une bonne valeur d'usage pour le locataire, qui est bien positionné dans son marché. Et pour pouvoir se positionner sur un marché comme ça, nous, en fait, on est obligé d'étudier beaucoup de dossiers pour aller dénicher les bonnes pépites. Finalement, c'est pour ça qu'on se positionne sur le marché des small caps, finalement. Les actifs à moins de 5 millions d'euros, ça me permet de faire la transition sur la stratégie un peu plus globale et que nous, on étudie une vingtaine de dossiers par jour pour parfois en retenir aucun. Donc, quand on fait ça toutes les semaines et qu'on étudie une centaine de dossiers et qu'on fait une offre par semaine, par exemple, finalement, on est obligé d'être sur un marché de masse et on ne peut pas se positionner sur un marché à plus de 10, 15, 20 millions d'euros par actif. Donc, on est obligé d'être sur un marché où on peut brasser du volume et où on peut aller dénicher les bonnes opportunités. Voilà. Puis après, il faut quand même être aussi assez humble par rapport à notre démarche parce qu'on est toujours plus intelligent lorsqu'on a moins d'argent à placer. Aujourd'hui, on réalise une collecte tout à fait raisonnable. Le record a été établi le mois dernier avec 2 millions d'euros de collecte, un peu plus de 2 millions d'euros. Donc, finalement, nous, c'est quand même aussi un peu plus facile de dépenser 2 millions d'euros, même si on arrive à les refinancer et qu'on met en place quelques prêts bancaires. Donc, ça nous permet d'avoir des billes à investir. Mais il faut rester aussi humble parce que notre collecte nous permet aussi de faire ça. D'être très sélectif. D'être très sélectif. C'est un peu ce que disait Warren Buffett, quoi. C'est plus facile de gagner beaucoup en ayant 10 millions à gérer que 10 milliards. Exactement. C'est intéressant parce que tu commences à parler un peu du coup de la performance des actifs. Vous avez, en parlant de performance, rehaussé votre objectif non garanti, je le rappelle évidemment pour nos auditeurs, en affichant une cible de 9,5% pour l'année prochaine, me semble-t-il. C'est un objectif hyper ambitieux. Qu'est-ce qui a mené à cette décision? Et encore une fois, je rappelle, non garantie, mais voilà, pourquoi vous avez pris cette décision d'afficher un objectif finalement si audacieux d'une certaine manière? Alors, effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est non garanti et ça dépend quand même du bon paiement par les locataires de leur loyer. Mais notre taux de distribution cible pour l'année 2025, on l'a rehaussé à 9,5% au lieu de 7%, parce que c'est tout simplement des modélisations mathématiques. En fait, aujourd'hui,
on a mis en œuvre une stratégie qui fait qu'on a un portefeuille à l'instant T qui génère un rendement acte en main de 9,3%. Et on a 0 dette. Nous, on va refinancer une partie de ce patrimoine. Et le ratio LTV, loan to value, le pourcentage en fait de crédit dans le portefeuille complet. Hein. Exactement. Voilà. Quand vous avez 10 millions d'euros d'actifs sous gestion, vous pouvez avoir dans une SCPI 6 millions d'euros de cash et 4 millions d'euros de dette. C'est des ratios réglementaires qu'on ne peut pas dépasser. Donc quand vous vous positionnez et que, que vous bénéficiez de l'effet de levier et que vous empruntez un peu d'argent à votre banquier, finalement, nous, on s'aperçoit qu'on arrive à améliorer notre performance de 30%. C'est-à-dire qu'avec le 9,3%, vous rajoutez 30% et ça donne la performance de notre portefeuille. Après, on enlève les frais de gestion, toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas ce qui reste dans la poche du souscripteur, mais ça permet d'expliquer la mécanique. Donc, on part d'un portefeuille acte en main à 9,3%. On rajoute de l'effet de levier bancaire, on rajoute 30% de performance. On arrive à 12, quasiment. Exactement. Et à ça, on va rajouter l'effet relutif du délai de jouissance. Le délai de jouissance, je ne sais pas si tu veux le rappeler, mais effectivement, lorsque tu as un souscripteur qui souscrit au mois d'octobre, là par exemple 2024, il va rentrer en jouissance le 1er mai 2025. Donc finalement, lorsque nous, on arrive à collecter de l'argent et à l'investir rapidement, à le déployer rapidement, nous, ça nous permet d'encaisser des loyers qui sont mis en réserve et qui sont redistribués et qui sont lissés sur l'année 2025. Donc, quand on prend un portefeuille avec une bonne performance, que l'on met un peu d'endettement, et qu'on rajoute à ça l'effet relutif du délai de jouissance, effectivement, nous, dans nos modélisations qui finalement sont un peu prudentes, qui prévoient quand même quelques aléas, c'est pour ça qu'on s'est mis à 9,5% net de frais, brut de fiscalité. Et donc pour nous, l'objectif, c'est même de faire mieux. Mais, comme tu l'as dit, les performances dépendent du bon paiement par les locataires de leur loyer. Ce n'est pas garanti et il faut rester relativement prudent par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il faut concevoir cette surperformance comme étant une certaine forme de prime de confiance pour les premiers souscripteurs qui arrivent au démarrage de la SCPI plutôt que quelque chose qui va être durable sur le long terme. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, juste sur l'effet relutif, j'invite les auditeurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on fait une vidéo dédiée sur le sujet, on vous ajoutera le lien directement, où on vous explique mathématiquement exactement ce que tu viens de décrire, parce que c'est pas toujours très simple à comprendre, mais c'est un concept super important, notamment pour les SCPI récentes, comme c'est votre cas. Tu viens d'aborder un sujet qui est la pérennité. Justement, c'était un peu un point que je voulais creuser avec toi. Comment vous envisagez du coup la performance à plus long terme? Parce qu'effectivement, on comprend qu'au début, vous pouvez bénéficier un peu d'un alignement de planètes. Vous achetez excellemment bien en ce moment. On le sait, le contexte est très favorable. Tu le dis, vous pouvez mettre un petit peu de crédit. Alors à la rigueur, on pourrait imaginer que le crédit plus tard sera un peu moins cher. Donc peut-être que finalement, cet effet de levier pourrait être encore plus fort dans le futur. Il y a le délai de jouissance, l'effet relutif. Comment vous voyez cette performance à long terme? On voit souvent une forme d'érosion du TD. Est-ce que tu penses que ça vous touchera aussi? Comme tu le dis, c'est peut-être un peu un bonus pour les premiers, et puis finalement, vous convergerez vers une performance un peu plus standard. Comment tu vois ça sur les 3, 5, 10 prochaines années? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle amène à réfléchir sur plusieurs aspects. Premier point de ma réflexion, je dirais qu'effectivement, la performance que l'on va servir, que l'on ambitionne de servir en 2025, ce n'est pas une performance qui est durable sur le long terme parce que la BCE a initié un nouveau cycle de baisse des taux et que du fait de ce nouveau cycle de baisse des taux, a priori, les prix vont se stabiliser et vont ensuite remonter. Donc à partir du moment où le prix de l'immobilier va remonter, il sera plus difficile pour nous d'acheter des actifs qui offrent du 9% acte en main. Peut-être que ce 9% acte en main va se transformer en 8, en 7, etc. Et donc la réflexion que doit avoir l'investisseur final, c'est finalement quelle est sa prime de risque en investissant dans une SCPI par rapport à un investissement sur des taux sans risque ou sur des produits monétaires, sur des produits qui offrent assez peu de risques. Parce que effectivement, quand vous investissez en SCPI, vous avez, vous engagez sur une période longue, donc c'est un investissement long terme, c'est de l'immobilier, il y a des sujets qui peuvent être relatifs à la liquidité, on sait que le risque zéro n'existe pas de toute façon. À partir de ce moment-là, vous devez toujours raisonner en vous disant, quelles sont mes différentes opportunités en termes de placement? Je peux placer mon argent sur des taux sans risque, je décide de le placer dans l'immobilier, quelle est la surprime que j'attends?
Donc je dirais que nous, sur le long terme, c'est de cette manière-là qu'il faut qu'on réfléchisse dans notre stratégie. Et le but de notre stratégie Smart Cap, c'est finalement d'aller chercher toujours de la performance et la surprime la plus élevée possible. Mais sans acheter n'importe quoi, parce que le but, c'est aussi la pérennité du loyer et du dividende qu'on va verser à nos investisseurs finaux. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est de se dire que aujourd'hui, on ne sait pas comment va évoluer le marché. Mais notre philosophie, c'est de dire qu'on a annoncé 7% de rendement acte en main et que si le marché ne nous permet plus d'offrir à nos investisseurs ce 7% de rendement net de frais brut de fiscalité, il faudra qu'on limite ou qu'on restreigne notre niveau de collecte afin de pérenniser la performance du fonds sur le long terme. Donc ça, vous seriez prêt à le faire, de dire finalement on coupe les vannes, on n'est plus capable d'acheter à ce niveau-là, eh bien d'une certaine manière, c'est pas grave, on reste comme on est, et puis les souscripteurs gardent effectivement un patrimoine qui a été très bien acquis, et donc ont une performance de long terme. Ça, vous seriez potentiellement enclin à le faire. Exactement, ça fait partie de notre stratégie. Premièrement, il y a un élément tout bête qui nous permet de réfléchir et de réfléchir comme ça, c'est que tous les associés sont investisseurs dans la SCPI. Et à partir du moment où tous les associés sont investisseurs dans la SCPI, ils ont un intérêt qui est très concret, qui est celui de maintenir la performance du fonds dans lequel ils ont eux-mêmes investi, et de manière significative. Et puis, j'ai même mes parents qui ont investi dedans. Donc, en fait, d'une certaine manière, je me suis engagé, donc il faut que j'y arrive. Voilà. Donc, je ne veux pas servir moins de 7%. Ça, c'est un élément basique. Et puis ensuite, en fait, une vie économique, c'est fait de cycles. Donc, il y a des cycles de taux bas, il y a des cycles de taux hauts, le marché immobilier il descend, il monte. En fait, ça fait partie de la vie. Donc, en fait, notre fonds, c'est peut-être un fonds qui a vocation à collecter dans un contexte de marché un peu plus compliqué. Et finalement, si on arrive à restreindre la collecte quand les temps seront plus favorables, le jour où les temps seront plus défavorables, parce que ça reviendra un jour forcément, et notre fonds sera tout de suite prêt à l'emploi. On aura juste à allumer les gaz et on se remettra à collecter parce que tout l'argent qu'on n'a pas collecté pendant des années parce qu'on a eu un contexte favorable, il reviendra assez naturellement parce que la performance sera toujours là en fait. Et c'est véritablement un objectif, ouais. Parce que je ne l'ai pas dit au démarrage, mais Wimo Reim, Wimo One, c'est un projet de vie pour nous. En fait, on est des indépendants, on est plusieurs associés opérationnels, mais pour nous, ce n'est pas juste une société parmi d'autres, c'est un vrai projet de vie. On a mis quasiment toutes nos économies dedans. Donc nous, en fait, on se projette sur 30 ans avec nos investisseurs et nos souscripteurs. Donc à partir du moment où on se projette sur 30 ans, on ne peut pas se dire que parce qu'il faut collecter, parce qu'on doit gagner de l'argent sur la collecte, qu'on hypothèque nos chances futures. Voilà. Donc en fait, nous, on a vraiment une vision long terme dans notre stratégie. D'accord. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on a abordé quelques points qui me font penser à cette question. On a parlé, tu l'as dit, d'un nouveau cycle de baisse des taux des banques centrales, qui n'est pas totalement évident non plus, parce que ce qu'on voit aux États-Unis, on semble avoir un peu une décorrélation entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui. Mais en tout cas, la BCE a déjà enclenché des baisses de taux. On pourrait imaginer, en tirant le trait, que je ne sais pas exactement quand, mais qu'à un moment, ça ait des répercussions sur les prix de l'immobilier. C'est une question qu'on a pas mal vue, parce que beaucoup de gens ont vu certaines valeurs de reconstitution baisser dans une période de hausse des taux à l'inverse. Comment vous vous situez aujourd'hui? Alors, vous avez un faible patrimoine, vous n'existez pas depuis très longtemps, mais est-ce que vous avez déjà un patrimoine qui est bien pricé, c'est-à-dire que vous l'avez acheté à bon prix? Est-ce que vous avez déjà des premières informations peut-être sur votre valeur de reconstitution, sur les plus-values potentielles latentes que vous auriez sur le patrimoine? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est propriétaire de 5 actifs et on a réalisé des études de prix. On a réalisé des expertises auprès du groupe BPCE, qui est notre évaluateur indépendant. Et aujourd'hui, ces expertises révèlent qu'on a une plus-value latente de l'ordre de 5%. Déjà, sur l'ensemble du patrimoine. Il y a plusieurs choses qui expliquent cela. C'est que déjà, on a acheté dans un contexte qui était favorable et qui s'améliore. On a fait aussi un travail d'asset management parce qu'il y a certains baux qu'on a re-signés en cours de route entre le moment où on a signé la promesse et le moment où on a signé l'acte authentique. On a, mine de rien, bien acheté. Voilà, je pense qu'il faut le résumer comme ça. Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on reçoit une vingtaine de dossiers par jour, c'est vrai. Et quand je vous disais aussi qu'on en jette peut-être une vingtaine par jour, c'est vrai aussi.
Donc en fait, du coup, ça nous permet d'être assez sélectif et d'aller chercher à chaque fois l'actif qui nous semble pertinent pour la stratégie, quoi. D'accord, ça c'est important, je pense, effectivement, pour nos auditeurs, parce qu'on a vu vraiment alors, la résurgence, parce que je pense que beaucoup d'investisseurs avaient oublié, ou peut-être même pour certains d'entre eux, n'avaient jamais eu connaissance de cette notion de valeur de reconstitution. Je ne sais pas, vous, si c'était déjà une valeur de reconstitution, peut-être que c'est un peu trop tôt pour en avoir une, mais en tout cas, c'est favorable, je trouve, d'avoir en tête que les premières expertises sont plutôt au-dessus de ce que vous avez payé aujourd'hui, quoi. Exactement. En fait, c'est même un peu surprenant parce que lorsque je dis ça à des gens, à des personnes qui ne sont pas du métier, ils me disent « Ah bah, mais je ne m'attendais pas à ça parce qu'en fait, vous nous avez servi, vous engagez à servir 9,5% de rendement net de frais, brut de fiscalité. Moi, je m'attendais à ce que vous ayez acheté des actifs un peu trop chers ou que vous ayez acheté des actifs légèrement surpricés ou avec plus de risques. Mais finalement, je m'aperçois que vous avez acheté des actifs sur lesquels vous êtes déjà en plus-value latente, théorique. Que la plus-value, on réalise que lorsqu'on a un acheteur en face de nous. Mais c'est intéressant de voir que les actifs qu'on a achetés il y a 3 ou 4 mois, le travail qu'on a fait, la sélectivité au niveau des acquises, finalement, ça se reflète déjà. Ça se reflète déjà par une potentielle plus-value latente au niveau de nos expertises. C'est quand même rassurant pour les investisseurs, c'est qu'on n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est rigolo parce que, on pourrait leur répondre que c'est plutôt l'inverse. Si vous avez des TD super élevés, c'est parce que le prix d'acquisition était faible par définition. Aussi. Mais bon. Ok, bon, et puis dernier point, parce qu'on le sait, c'est un autre sujet, le sujet de la liquidité. Alors pour vous, j'imagine que c'est un non-sujet. Vous êtes une SCPI récente, vous affichez des objectifs ambitieux. Mais bon, voilà, rassure peut-être les auditeurs. La liquidité aujourd'hui chez vous, c'est, j'imagine, même pas une question. Exactement, c'est même pas une question parce que aujourd'hui, lorsqu'on achète des parts de SCPI, c'est pour du long terme. Quand on est une jeune SCPI, finalement, on a des associés qui sont jeunes dans leur aventure avec nous. Donc finalement, ils n'ont aucune raison de sortir. Et puis, les performances sont là. Donc, il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Ouais. Excellent. Et Ivan, merci beaucoup. Et puis évidemment, je vous souhaite de maintenir la performance le plus longtemps possible. Merci.